Hello et bienvenue sur Sauce Digital, le podcast qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital, de la Caraïbe and beyond. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau concept dédié aux créatrices et créateurs de contenu. Pour moi, c'est une branche du digital qui mérite sa série d'épisodes, un peu comme ce que j'ai fait avec l'anglais et The Sauce. Pour celles et ceux qui ne savent pas, de temps en temps, je diffuse des épisodes en anglais pour mieux comprendre le rapport qu'ont les gens avec cette langue qui est absolument partout. Enfin, en tout cas, je sais que moi, j'aime bien parler anglais, donc j'ai essayé de trouver des gens comme moi, en fait. Mais pour en revenir à la création de contenu, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que les gens qui, a priori, ne font pas forcément du marketing ni de la communication, se retrouvent à utiliser ces méthodologies au quotidien. Ils le font parfois même mieux que celles et ceux dont c'est le métier. Le concept est simple, 10 ou environ 15 questions pour découvrir le parcours d'un créateur, son approche du contenu, sa stratégie pour engager son audience, ses hauts, ses bas et ses recommandations pour créer du contenu impactant. C'est parti. Aujourd'hui, je reçois Orlane et Célian. Bonjour. Hello. Comment ça va ? Bah ça va et toi ? Ça va. Comme je disais en off tout à l'heure, je suis super contente de lancer ce concept avec vous et de vous recevoir au studio Debs. Nous, c'est un plaisir et c'est notre première fois dans un podcast. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, Orlane et Célian sont très actifs sur les réseaux sociaux, cumulant plus de 82 000 abonnés sur Instagram et 22 000 sur TikTok. Si tu t'intéresses à la culture antillaise, tu as forcément vu passer un de leurs contenus. Est-ce que vous pouvez chacun vous présenter et parler de votre parcours ? Alors donc honnêtement, on a un parcours assez similaire. Ouais. Donc on a grandi tous les deux aux Abîmes. On a intégré un lycée général pour préparer un bac scientifique. Par la suite, on a été en prépa scientifique à Bainbridge, à nouveau ensemble en fait. Toujours. Et actuellement, on est étudiant à Paris dans une école d'ingénieurs. Et du coup, notre formation est plus orientée vers l'informatique. Ok, ça marche. Du coup, comment vous vous êtes rencontrés ? Tout simplement au collège, en classe de 6e, et ça a tout de suite matché. On n'a pas commencé la création de contenu à partir de ce moment-là. Est-ce que vous êtes sûr ? Pas tout de suite. En fait, on était un peu intéressés par les vidéos et la photo. Ouais, vous étiez sur Insta ou pas ? Avant 13 ans Avant la limite. Je pense pas. Ou c'était quoi à l'époque Musical.ly ? Non ? Ouais, il y avait Musical.ly à un moment, c'est vrai. J'ai l'impression que Musical.ly, en tout cas pour les personnes de votre génération, Musical.ly, c'est l'une des premières applis qui permettait autant de possibilités sur la création de contenu, justement. Ah, c'est vrai, je me souviens, on avait fait une vidéo un peu drôle de nous, mais on l'avait gardée juste pour nous, en fait, à la base. Ok, on peut pas la trouver sur TikTok aujourd'hui, c'est non, ça ? Malheureusement, ça va pas être possible. Ok, ça marche. Et Snap, en vrai, parce que j'ai l'impression que comment les gens utilisent les filtres aujourd'hui, à cette époque-là, c'était un peu les prémices sur Snap, même avec le filtre chien, là. Ah oui, c'est vrai. Et les fleurs avec les yeux bleus, là. Il y avait aussi un petit filtre qui je sais pas, t'avais l'impression que les personnes vomissaient un arc-en-ciel. Je l'aimais trop, celui-là. Il était pas mal, celui-là. Ouais. J'en étais où ? Ah oui, est-ce que vous pouvez parler un peu du statut d'étudiant entrepreneur ? Bien sûr. Du coup, en fait, ce statut, il permet de travailler sur un projet entrepreneurial tout en étant étudiant, donc en gardant les avantages d'être étudiant. Il nous permet d'avoir accès, par exemple, à des espaces pour pouvoir travailler, à un accompagnement, à pouvoir assister à des conférences, des événements. Donc franchement, c'est hyper intéressant. Et surtout, en fait, ils permettent de pouvoir substituer un stage obligatoire par une période de travail sur son projet entrepreneurial. Et nous, en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait cette année grâce à ce statut. Ok, donc du coup, vous avez dû créer une structure, pardon. Alors, on n'a pas créé de structure. On a dû passer des entretiens pour avoir le statut. Et ensuite, tout simplement, on s'est mis en mode start-up. Donc une start-up, ça n'a pas vraiment une forme juridique. On a été incubé du coup dans un incubateur académique de notre école d'ingénieurs. Ok. Donc ça permet d'être encore plus accompagné sur notre projet qu'avec le statut étudiant-entrepreneur. Et du coup, le but d'une start-up, c'est de tester en fait son modèle économique, voir est-ce qu'il a l'air intéressant et périn pour continuer en fait dans cette voie. Et voilà. Du coup, nous, c'est ce qu'on a fait et avec notre start-up Orlane et Célian. Et j'aime trop. C'est un peu narcissique, mais je kiffe. Parce que c'est simple.
simple au final. Et votre branding, c'est vous. Ouais, Donc ça colle. C'est vrai. Parce qu'en fait, au début, je pense que c'est ce que tu allais dire, on cherchait un nom, en fait. Parce qu'on s'est dit, toutes les startups du monde, elles ont un nom. Ouais. Donc on a eu deux ou trois noms et ça n'avait rien à voir avec ça. Vraiment. Ouais, du coup, on cherchait un nom, en fait. Ça s'appelait Plita. On voulait genre un nom un peu en créole. Donc voilà. Et les personnes de l'incubateur, lorsqu'on leur a donné le nom, ils nous ont dit, mais pourquoi vous vous appelez comme ça? Et ils ont vu, en fait, tout le travail qu'on avait fait et on s'est dit, non, mais faut qu'on s'appelle Orlan et Célian, c'est plus simple. On n'est que 2 pour l'instant dans la start-up et ça nous paraissait plus intéressant. Oui, et en fait, je trouve que ce qui est cool, c'est que comme c'est lié à votre identité, le jour où vous créez quelque chose qui a un autre nom, comme vous avez pu le faire avec le Passe-Pays, au final, on l'associe quand même. Donc si un jour faut changer de nom de structure, je pense que votre audience suivra, en fait. On pense, on espère, en tout cas. Ouais. Et puis même en termes, après là, c'est plus mon métier qui parle, mais sur le SEO, c'est pas mal aussi. Parce que du coup, c'est associé à vos identités respectives, donc c'est assez cool. Du coup, d'où vous est venue l'idée de partager ce type de contenu sur les réseaux sociaux ? Quand on a commencé sur Instagram, on aimait tout simplement partager des photos de la Guadeloupe et de nous-mêmes, un peu en mode couple goals. Donc on était un peu influencé par, on va dire, cette trend. Et on aimait beaucoup voyager. Vas-y. La trend de... comment ça s'appelle ? Follow me too, avec le bras en arrière, là. On faisait pas des photos comme ça, mais en tout cas, nous, on s'inspirait de créateurs qui partaient à Bali et qui prenaient des photos super jolies en couple. On disait, bon, ok, on va faire la même chose. On va aller à la Toubana, on va aller à l'allée du manoir pour prendre des photos, un peu en mode follow me too. Derrière. Je crois que c'est l'un des premiers réels qu'on a partagé, ça devait être un truc comme ça. Et en fait, à partir, je crois, du confinement, en fait, du coup, on pouvait plus voyager et on s'est dit, allons découvrir ou redécouvrir en fait la Guadeloupe. Donc ça a commencé comme ça. On a commencé à faire de la veille sur YouTube surtout. Et en fait, on s'est rendu compte que il y avait que des touristes qui partageaient des choses à faire en Guadeloupe. On s'est dit qu'il fallait remédier à ça et qu'on commence nous-mêmes à faire des vidéos que des locaux en tout cas parlent de la Guadeloupe. Et du coup, pourquoi vous pensez que c'était que des touristes qui faisaient ce type de contenu à la base ? C'est juste qu'on tapait sur YouTube quoi faire en Guadeloupe, tout simplement, je crois, ou les meilleures activités en Guadeloupe, quelque chose comme ça, et toutes les vidéos, c'était que des touristes. Ok. Donc voilà. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de contenu comme le vôtre qui met en valeur des endroits. Il y a toujours quelqu'un en commentaire pour dire « Ouais, maintenant vous avez ruiné le spot, on peut plus aller là-bas, il y aura trop de monde et tout !» Et je m'en souviens surtout par rapport à la douche à Saint-François, où en fait, du coup, il y a une localisation Google maintenant de la douche. On peut clairement en fait le taper sur Google et y aller avec un GPS. Et en fait, dans les recommandations du lieu, il y avait quelqu'un qui avait écrit des insultes qui commencent par un C, un mot assez long. Okay. Vous voyez ce que je veux dire ? On comprend tout de suite. Ouais, voilà, c'est ça. À la personne qui a identifié la douche à cet endroit parce qu'à cause de vous, vous détruisez la Guadeloupe. Un truc un peu décousu, mais un peu en mode bref, maintenant on peut plus être tranquille là-bas en fait. Mais c'est vrai qu'avec Internet, on trouve l'information facilement. Donc, mais c'est compliqué. Je pense qu'on va parler de ça après. C'est pas mal compliqué en fait, puisque il y a un tas de blogs qui parlent de la douche. Donc même s'il y aurait pas eu la localisation sur Internet, ils auraient expliqué oui, il y a 2 roches à l'entrée, après la route de la pointe des châteaux. Du coup, on aurait compris tout de suite. Mais c'est compliqué en fait. Les locaux tapent pas non plus sur Internet pour voir quelle info on trouve. Non, tu attends que quelqu'un te dise ça. Et bref, ou t'envoies la location sur WhatsApp. Ouais. Si t'es organisé. Du coup, quand est-ce que vous avez décidé d'aller au-delà du partage de contenu ? Du coup, c'était... Pardon. Du coup, c'était l'an dernier avec le guide pays où on a voulu partager plus de bons plans et les regrouper au même endroit. Et dedans, en fait, on pouvait retrouver des adresses qu'on trouvait vraiment sympas à partager et surtout pour tous les budgets, donc de 0€ jusqu'à peut-être 100€. Important. Et les gens ont vraiment kiffé puisqu'ils pouvaient pouvoir trouver des activités et des restos qui rentraient dans leur budget, découvrir des choses qu'ils connaissaient pas forcément. Et voilà. Ok, je trouve que c'est intéressant puisque au final, quand on est créateur ou créatrice de contenu, le premier modèle économique auquel on pense, c'est plutôt le fait de se faire rémunérer pour ses contenus sous forme de partenariat ou autre, non ?
On va dire, on pense à ça tout de suite, c'est le plus évident, en tout cas le plus connu. Mais en fait, ça vient tout seul, en fait, puisque nous, maintenant, on reçoit toutes les semaines, en tout cas, des demandes de partenariat, des collaborations commerciales ou non, d'ailleurs. Mais en fait, ça vient au fur et à mesure. Mais en tout cas, on invite, en tout cas, tous les autres créateurs à chercher d'autres sources de revenus parce que c'est un peu dommage, je sais pas trop comment expliquer ça, de dépendre en tout cas des marques et des entreprises pour vivre en tout cas pleinement de sa création. Parce que je pense que quand quelqu'un te suit sur Instagram, c'est parce qu'il aime vraiment ce que tu fais, ta personnalité, ton contenu, etc. Et si au final, toutes tes vidéos, ce sont des vidéos sponsorisées où tu fais de la pub, peut-être que les gens vont se dire « Ah, mais lui, il fait de la pub tout le temps, mais finalement, ça m'intéresse plus, donc je me désabonne » et on trouverait ça vraiment dommage. Ouais, il y a plusieurs choses. Déjà, par rapport à ce que tu disais, je pense que c'est important dans tous les cas, qu'on soit créateur de contenu ou pas, de bâtir quelque chose qui nous appartient, en fait. Ouais. Enfin, Instagram, c'est pas chez nous, en fait. Si la plateforme, elle décide de changer de concept demain, tous tes abonnés, tu y perds et puis c'est fini, quoi. Donc, faut avoir, en fait, quelque chose d'autre. On parle souvent d'avoir une liste email, que c'est très important d'avoir des adresses mail et tout, parce que c'est une façon de rester en contact avec son audience. Donc, je pense qu'il y a ça. Enfin, il faut trouver une façon de le faire et d'avoir créé le passe-pays et le guide pays, je trouve que c'est très intéressant parce que ça accroche les gens aussi sur... C'est un peu du digital, du coup j'aime bien. Hein. Il y a une partie physique et une partie digitale. Ouais. Et au final, c'est le meilleur des deux. Donc c'est intéressant. Et après, sur la création de contenu sponsorisé, je pense que quand c'est bien fait... Parce qu'en fait, en soi, c'est quoi la création de contenu ? C'est apporter de la valeur à son audience. La pub, ça va pas apporter de la valeur. Si c'est en rapport avec ce que tu fais, ça correspond au contenu dont tu fais la promotion de base, ça peut être cohérent. Par contre, effectivement, si tu as une nouvelle ligne éditoriale, ça devient être en fait un panneau publicitaire géant. Ouais, c'est... En fait, faut pas sous-estimer son audience. Je sais plus comment ça s'appelle et je le référencerai à la fin de l'épisode, mais il y a une théorie qui dit que, en fait, en tant que, qu'individu, on s'habitue au marketing et on s'habitue aux techniques, en fait. Donc, un message subliminal avec le logo Coca-Cola dans un film aujourd'hui, ça marcherait plus. Parce qu'en fait, c'est des techniques marketing que les gens ont intégrées, même sans connaître cette discipline. Et du coup, avec les influenceurs et les créateurs de contenu, il se passe la même chose. Avant, on se rendait pas compte d'une influenceuse un peu douteuse qui fait semblant de mettre du shampoing sur sa tête et qui, en fait, a un postiche après. Je vise personne, mais vous voyez de quoi je parle. En fait, ça, il y a certaines personnes, c'était en mode non, mais c'est ses cheveux, arrêtez. Et il y en a d'autres, c'était non, mais arrêtez de vous foutre de nous, en fait. Et maintenant, quand je vous en parle comme ça, c'est évident que c'était faux. Oui. Donc, il y a un effet qui fait que, voilà, les gens s'habituent de plus en plus. Donc, tout ça pour dire qu'il faut pas prendre les gens pour des cons, en fait. Tout simplement. C'est ça. Du coup, comment est-ce que vous définiriez votre style de contenu ? Je dirais qu'en fait, on est plutôt sur du format mini-vlog, bon plan. C'est plutôt ça qui nous correspond. Ok. Et du coup, quels éléments de votre personnalité ou de vos expériences respectives se reflètent dans le contenu ? On est vraiment très curieux et comme on le disait au début du podcast, on aime voyager. Ouais. Donc quand ça n'a pas été possible à cause du confinement, on s'est dit qu'on allait redécouvrir la Guadeloupe. On a tout de suite vu que ça plaisait aux gens. Donc on aime découvrir en fait au final notre île. On a appris en fait à la découvrir et à aimer en fait ça. Je comprends. Donc ça se voit un peu dans nos vidéos qu'on aime partir à la découverte de la Guadeloupe. Qu'on ait une voiture ou non, des fois on prend même le bus et on se dit ça serait une aventure quand même. Et voilà. Et quand on n'est pas forcément en Guadeloupe, on aime faire découvrir également des concepts en lien avec les Outre-mer et en lien avec notre culture. Donc voilà, en gros je pense que c'est la partie qui se reflète le plus dans notre contenu. Ouais, et si je peux me permettre aussi, je trouve que il y a un sens d'égalité, c'est-à-dire que à travers vos contenus, vous montrez qu'il y a des activités de qualité. Autant à Port-Louis qu'à la Désirade, qu'à Saint-Claude. Et ça, je kiffe. On essaye de... En tant que bastérienne, forcément. Ouais, les gens nous critiquent pas mal. Hein. Déjà, par rapport au passe-pays, ils disaient oui, il n'y a pas assez d'adresses en Basse-Terre. Mais après, on a réussi à conclure des partenariats avec des gens qu'on connaissait déjà. Donc, c'était très compliqué pour nous d'aller chercher ailleurs. Mais on essaye de faire un peu partout. Donc, voilà. Oui, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que quand c'est du contenu sur Basse-Terre, c'est pas singularisé, en fait. En mode,
ni dans le sens regardez, il y a des trucs à faire à Basse-Terre, ou bien incroyable, on a trouvé un truc à Basse-Terre. Ouais, non, c'est pas. Qui est en fait plus ce que je voyais avant. Le côté en mode mais si, ça vaut le coup. Ouais, mais du coup, de base, ça veut dire que ça valait pas le coup. Je comprends pas. Mais bon. J'en suis où? Ah oui. Du coup, le Pass Pays qui a été diffusé l'été dernier a été un véritable succès. Rapidement sold out. Je n'ai pas eu le mien. Est-ce que vous pouvez parler du concept plus en détail? Donc, le Pass Pays, c'est un projet qu'on a lancé pour ces vacances. Le but, en fait, c'est de permettre aux locaux et aussi aux touristes de pouvoir tester et découvrir des activités et des restaurants qu'ils connaissent pas forcément, en profitant justement de réductions de l'ordre de moins 50%. Donc, en fait, toutes les activités, on les a testées nous-mêmes, approuvées. Et notre but, c'était, vu qu'on sait qu'elles étaient pas très connues, les restos également, de les mettre en avant pour que un maximum de personnes puissent, en fait, découvrir ces super adresses. Voilà. Ok. Résultat? Résultat, ouais, on est super contents. Sincèrement, au début, je crois qu'on avait dit qu'on était content à partir du moment où on allait avoir 70 passes vendues. On était là, ouais, ça va. 70 passes, si on a moins, c'est vraiment, c'est pas ouf. Et si on a plus, on est content. Et il est sold out. Et comme à Zuralen, il y a déjà 300 personnes en liste d'attente. Et, je sais pas si tu l'as dit. Non, je l'ai pas dit, mais... il y a 300 personnes en liste d'attente. Et du coup, ça nous met un peu la pression pour qu'on en fasse un autre. Ouais. Et on espère pouvoir le digitaliser pour que ça soit plus simple. Ok. Ouais, mais du coup, ça a été un franc succès, quoi. Alors du coup, vu qu'on est en train de parler justement de comment est-ce qu'on évalue le succès, comment est-ce qu'on fait pour savoir si quelque chose a marché, est-ce que vous avez une planification ou une stratégie éditoriale pour maintenir une cohérence dans vos publications? Cette question est compliquée. En fait, on va dire, on fonctionne un peu sur 3 pôles sur notre compte Instagram. Donc le premier, c'est partager des activités de loisirs. Le deuxième, c'est partager des restaurants, des bons plans un peu de bouffe. Donc voilà. Et le troisième, c'est surtout partager la culture de chez nous. Donc ça peut être culture culinaire, culture en général, par exemple culture musicale. En fait, dès qu'on se reconnaît en tant que Guadeloupéen et même plus largement ultramarin dans ce qu'on produit, on partage les vidéos et voilà. Et du coup, ça c'est un peu comment on arrive à avoir une stratégie éditoriale. Mais sinon, on planifie peut-être notre contenu 1 ou 2 mois à l'avance. Donc avec des idées de vidéos qu'on a préalablement. Ok. Pour pouvoir, s'il y a des collaborations à avoir, contacter les gens en avance. Parce qu'on a compris qu'ils n'étaient pas forcément dispo du jour au lendemain. Ça, on le pensait des fois au début. On envoyait un DM sur Insta et on se disait, ouais, ils vont nous répondre, c'est sûr. Oui, c'est... Et voilà. Et ouais, du coup, c'est comme ça qu'on s'organise et c'est comme ça qu'on essaie de garder un cap. Ok. Du coup, ouais, je vois qu'il y a quand même une partie stratégique, en tout cas dans la production de contenu. Mais du coup, comment vous faites pour rester spontané? Donc, du coup, on a un planning de contenu qui est assez fixe. Mais dès qu'on a une idée soudaine ou s'il y a une opportunité qui se présente à nous, on n'hésite pas à décaler le planning pour pouvoir la réaliser au plus vite. On est vraiment quand même assez flexible. On se fait, comme on a dit, du coup, un planning. Mais vraiment, si on a des idées, des choses qui viennent, ça ne nous dérange pas du tout de tout chambouler. Voilà. J'aime bien cette façon de voir les choses, puisqu'au final, du coup, ça veut dire que c'est votre planning qui travaille pour vous. Et pas l'inverse. Ouais, disons ça. Ouais. Et je pense que c'est le bon sens. Du coup, pour vous, qu'est-ce qui fait le succès d'un contenu touristique sur Instagram ? En fait, à partir du moment où tu découvres quelque chose dans la vidéo ou que tu redécouvres un endroit que tu aimais, je pense la vidéo va te plaire, tu vas la regarder partiellement ou jusqu'au bout, ça dépend. Mais pour nous, je pense que ça doit être le succès peut-être d'un contenu touristique. Ouais, donc l'émotion ? Je sais pas si c'est l'émotion. Des fois, la nostalgie, ça fonctionne bien. On a remarqué ça à Paris, qu'on partageait des bons plans, bouffe, un peu boki, tagoulou. On a vu que les gens, ils étaient très à l'affût. La diaspora. Exactement. On a compris ça à ce moment-là. Mais même quand on connaît pas forcément, en fait, ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Par exemple, dernièrement, on était à Petit Canal. Tout le monde n'a pas forcément été à Petit Canal, je pense, découvrir les spots qu'il y a là-bas. Je suis allée 2 fois.
Et du coup, le fait qu'on partage une vidéo, ça peut intriguer si t'es Guadeloupéen. Tu te dis, ah, il y a quoi à faire à Passy-Canal, du coup, et ça peut bien fonctionner. Et si tu es originaire de la ville, du coup, ça te fait plaisir de voir chez toi, de dire, ah oui, c'est vrai, là, c'est bien. Et ça donne envie de partager le contenu. Hâte de votre vidéo sur Matouba. Hein. C'est noté. Il y a plein de trucs à faire, en vrai, en plus. Il y a la stèle de Delgrès, à la Rivière Rouge. Il y a des petits trucs. Mais ce n'est pas le sujet. Est-ce que du coup, ces facteurs de succès, ils sont différents sur TikTok ou c'est plutôt similaire ? En fait, sur TikTok, le public, déjà, il est plus jeune. Donc, son temps d'attention est beaucoup plus court. Ouais. Et donc, il faut vraiment avoir déjà du contenu pas forcément très long, qui soit vraiment impactant, qu'on ait envie de regarder chaque seconde de la vidéo. Alors, ça, c'est un peu plus technique qu'Instagram, où les gens ont quand même un petit peu plus de temps accordé aux vidéos, notamment. Et ça va avec l'algorithme aussi, au final, puisque... l'algorithme de Meta prend en compte le contenu consommé pour proposer du contenu similaire, alors que sur TikTok, il y a la prise en compte de de tout ce qui se passe dans la vidéo, y compris le background, y compris le son, y compris la qualité du son, et c'est ce qui va faire en fait rejaillir ce contenu sur, dans les pour toi au final. Des personnes, des utilisateurs de TikTok. Et donc, du coup, je comprends que dans le choix du montage, des frames, le fait de changer toutes les 3 secondes et tout, tout ça, c'est hyper important pour les accrocher. Alors que sur Instagram, j'ai l'impression que ils sont plus indulgents dessus, oui, je dirais. Ouais, je pense. Ouais. Ok. Quel est votre processus créatif ? Alors, je pense qu'on fait un petit brainstorming d'idées qu'on a... On a une note sur notre téléphone, du coup, qu'on a des idées comme ça, des fois, on note. Ensuite, on les regroupe, on regarde si elles sont bonnes ou pas, puisque des fois, on a des idées qui sont pas ouf, je pense. Après, du coup, je pense qu'on n'a pas forcément d'idées de vidéo, on plonge dans cette boîte à idées, entre guillemets. Et après, on fait un peu tout le planning du mois à venir ou des 2 mois à venir avec les différentes vidéos. Et on commence à rédiger des scripts. Ouais, voilà. Script avec intro, un peu de développement dans la vidéo des fois. Comme des fois on part à l'aventure, on peut pas forcément noter exactement qu'est-ce qui va se passer. Donc là c'est des vidéos un peu plus spontanées, je vais dire, puisque c'est moins voix off. Mais on commence petit à petit en fait à faire ça. C'est dernièrement qu'on l'a fait. Et ouais, c'est comme ça qu'on s'organise, je pense. Ouais, il y a une bonne partie qui est bien bordée, mais vous laissez quand même la place pour la créativité et les bonnes idées. Je trouve ça cool. Quels sont les pièges à éviter quand on veut se lancer dans la création de contenu touristique ? Donc, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais je dirais qu'il faut vraiment éviter de partager les lieux qui sont très peu connus. Parce qu'en fait, c'est assez problématique, puisque quand on donne le nom d'un endroit qui est peu connu, souvent les locaux ont peur que ça devienne très touristique, que les gens viennent dégrader l'endroit, etc. Donc c'est vraiment assez spécial. Mais d'un autre côté, on a vu que quand il y a des personnes qui partagent des lieux, mais qu'elles ne donnent pas le nom, les gens disent « Ah oui, mais tu gardes ça pour toi !» Les gens sont jamais contents. Voilà. Ouais, du coup, en fait, vraiment, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de juste milieu. Tu pouvais pas partager ou, du moins, donner le nom ou le lieu exact ou ne pas le donner. De tous les cas, les gens seront pas contents. Donc, nous, ça nous a un peu embêtés puisqu'on s'est dit « Ouais, on va partager des lieux naturels, ça pourrait être cool. » En tout cas, peu connus, plutôt. Du coup, on s'est dit, bon, on va rester peut-être sur des choses que les gens connaissent déjà d'abord. Et de temps en temps, on va voir est-ce qu'on peut sortir un petit spot qui est un peu caché. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention. Mais le truc en tout cas que ceux qui commentent qu'il y aura des touristes, ils comprennent pas, c'est que nous, quand on va là-bas, il y a déjà des touristes. Et qu'on a trouvé l'endroit. Oui, c'est naïf de penser qu'il y a personne. Quoi. On a trouvé l'endroit pas avec le bouche à oreille, mais juste en tapant sur internet. Et c'est ça que font les touristes et que font pas les locaux. C'est peut-être qu'il est là le débat en fait. Ouais, je sais pas. Non, mais je pense que c'est très intéressant la façon dont au final on se transmet ces informations. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plein d'informations sur la Guadeloupe hyper précieuses sur internet que beaucoup de gens qui habitent ici depuis des années ne savent pas. Et il y a un côté, moi je pense qu'il faut le partager et qu'il faut prendre cette place en fait, parce que comme vous l'avez dit en détail, si cette place on la prend pas,
bah quelqu'un d'autre l'apprendra en fait. C'est pas que ça peut être préservé de génération en génération sous un pied bois sans que personne soit au courant. Enfin, je veux dire, c'est naïf quoi. On est, je sais pas, on est en 2023 et comme vous dites, en fait, c'est une question de localisation. Peut-être qu'il n'y a pas encore des vidéos sur Insta qui présentent ces lieux. Mais il y a déjà une page web avec tous les détails de tous les pas que tu dois prendre pour arriver au truc. C'est ça. Avec des photos à l'appui. Quand tu vas, il y a des drapeaux, il y a des trucs, il y a des pierres. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, voilà, quoi. Mais après, oui, moi, je pense qu'on a le droit aussi d'être paradoxal et tu peux vouloir ça et rager quand tu vois plein de touristes dans ton spot. Les gens ont le droit d'être aigris. Mais il faut comprendre que c'est pas mener un combat, c'est juste être aigri en fait. Du coup, comment est-ce que vous gérez les périodes de manque d'inspiration ou de motivation ? Comment on gère ça ? En fait, donc comme on l'a expliqué, on fait une liste avec tout un tas de sujets qu'on a déjà. Donc le manque d'inspiration, il est quand même assez rare puisqu'on a déjà une base de données entre guillemets. Mais en revanche, ça arrive que des fois on soit fatigué. Et du coup, qu'on ait un peu la flemme d'aller sortir pour filmer. Ouais. Et dans ces cas-là, en fait, on préfère se reposer, se dire, bon, cette semaine, il n'y aura pas de vidéo, c'est pas grave, on fera la semaine prochaine. Mais on va pas se forcer à faire quelque chose si nous-mêmes, on n'est pas bien, en fait. Parce que pas mal de personnes pensent que parce qu'on est en short et en tongue, on est en vacances. Ouais, non, mais ça, celui-là, le stéréotype. Mais en vrai, du coup, il y a 2 jours, on était au Saintes. Sauf que du coup, c'est pas forcément des vacances. En fait, on est là, oui, il faut absolument qu'on fasse ce spot et ce spot. Mais des fois, du moins à la fin, t'es un peu fatigué après ces 2 jours. Et du coup, on n'est jamais forcément en vacances. On se dit toujours, oui, faudrait qu'on partage aux gens. Ça arrive rarement, en fait, qu'on soit vraiment... du moins, ça arrive des fois, mais on est genre... Maintenant, on prend plaisir à totalement rien faire, partir dans un endroit et pas le partager, en fait. Donc voilà. Mais... je pense que ça a beaucoup de valeur et c'est important. Enfin, ça doit être dur de se filmer aussi souvent aussi. On s'est habitué, en vrai, je pense. Puisque avant, on avait plus de matériel. Au premier confinement, qu'on a commencé à faire nos vidéos, on avait caméra, micro, stabilisateur, trépied, drone, et on a laissé tomber. En fait, c'est parce qu'on était inspiré de pas mal de youtubeurs, en fait, de voyages. Et on voyait un peu le setup qu'ils avaient. On s'est dit, waouh, faut qu'on aille. Il nous faut exactement la même chose pour qu'on fasse de bonnes vidéos. Et on a compris que c'était quand même compliqué à tenir comme matériel. Et aussi à transporter. Et que les gens ont peur des caméras. Donc, quand on arrive avec quelqu'un avec une caméra, il est là, ok, c'est Guadeloupe première, je comprends pas. Et du coup, avec nos téléphones, on filme beaucoup plus facilement. C'est plus spontané. On était juste avant de venir, on était sur la rue Frébeau. Si on avait notre caméra, les gens nous auraient vus, alors qu'avec notre téléphone, c'est plus discret. C'était moins naturel aussi, je sais pas. Oui, aussi, c'est vrai, parce qu'il faut régler la caméra, alors qu'avec le téléphone, c'est en automatique et ça va plus vite. Donc maintenant, notre matériel a vraiment réduit. On a le téléphone et des micros quand c'est nécessaire. Et c'est tout. Même plus de stabilisateur. Ouais, on a plus de stabilisateur. Je pensais qu'il aurait survécu, mais... Non, même pas. Comment est-ce que vous évaluez la pertinence et l'intérêt potentiel d'un sujet pour votre audience ? Donc par là, j'entends vraiment dans la relation avec votre audience, comment est-ce que vous prenez en compte les retours en fait ? En gros, on a remarqué que depuis que ça suit un peu notre ligne éditoriale, en fait, si on s'en éloigne, on voit directement qu'il y a moins de partages, moins de commentaires. Mais si elle reste en fait dans notre ligne éditoriale où on parle de la Guadeloupe de près ou de loin, on sait que ça va plaire, les gens vont partager, ils vont commenter parce qu'ils vont se reconnaître en fait directement dans notre contenu. Et on remarque, en fait, on prend les retours en commentaire, on regarde si les gens, ça leur a plu, est-ce qu'ils ont répondu à une question qu'on a peut-être posée dans la vidéo aussi, pour voir est-ce que la description est bonne ou ce qu'on dit également en voix off. Et je pense que c'est comme ça qu'on analyse un peu si c'est quoi nos retours et est-ce qu'on... Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on fait. Vous êtes super réactifs, en tout cas, je trouve que vous répondez super vite aux commentaires et aux messages et tout. On essaye. On essaye vraiment. Ouais. C'est comment vous vous organisez par rapport à ça ?
Alors, donc, souvent, donc, quand on vient de poster la vidéo, dès qu'on a 2-3 commentaires, on commence à répondre. Après, bon, ça commence à s'accumuler et on répond pas trop. Mais des fois, en fin de journée, on se pose pour répondre à tous nos messages, nos DM. Voilà. Ok, c'est cool. Et du coup, est-ce que vous utilisez des indicateurs ou des métriques pour déterminer l'impact de vos créations ? On sait déjà que dès que notre vidéo, en termes de nombre de vues, dépasse notre nombre d'abonnés, on sait que ça veut dire qu'elle aura un gros impact puisque ça a dépassé en fait nos propres followers. L'audience, ouais. Voilà, c'est ça. Et aussi, dès que nos vidéos, on voit qu'elles commencent à être vraiment beaucoup partagées, plus de 100 partages, on se dit ah ouais, là, ça va commencer à circuler partout et la vidéo va sûrement bien fonctionner. Ok, ça marche. Et du coup, par rapport à vos objectifs de contenu, comment vous savez qu'ils sont atteints ? Enfin, s'ils sont atteints ou pas, plutôt. Je me réfère à ma petite note. Du coup, en fait, juste notre objectif de base, et depuis, je pense, le début de notre compte Instagram, c'était de poster régulièrement sur notre compte, donc au moins une fois par semaine. Quand on était au lycée, depuis le lycée, quand on était également en prépa et toujours en école d'ingénieur actuellement, on a toujours voulu poster au minimum une fois par semaine sur notre compte, donc que ce soit une photo ou une vidéo. On a essayé de garder un peu ce rythme et je pense que c'est le principal objectif sur notre compte. On n'a pas forcément d'objectif qu'on poste une vidéo, on se dit ouais, celle-ci, elle va atteindre plus de 100 000 vues ou tant de nombre de likes ou de commentaires. C'est surtout juste être régulier et avoir toujours de nouvelles idées à partager. Story time, du coup. Quelle est votre meilleure ou pire anecdote depuis que vous vous êtes lancé ? Alors, donc, on dirait que c'est notre vidéo qui a fait le plus de vues, puisqu'elle a dépassé les 1 million de vues, mais c'était la vidéo la moins préparée de toutes nos vidéos. Alors... C'est-à-dire c'était à Paris. On s'est dit, on était samedi, je crois, et c'est le samedi qu'on postait. On s'est dit, au final, on n'a pas de vidéo, là, qu'est-ce qu'on fait ? Et on s'est souvenu qu'en fait, il y avait quelqu'un qui nous avait contacté pour nous dire « Ouais, je fais du poulet boucané, si vous voulez, à l'occasion. » Et on lui a dit « Ah, là, on pouvait pas, mais on te recontactera une prochaine fois. » Et on a pensé à lui, on s'est dit « Ah, mais allons faire le poulet boucané. » Donc, on l'a contacté, on a dit « Ouais, est-ce qu'on peut venir aujourd'hui ?» et tout. Il nous a dit « Oui, ok, pas de souci. » Donc, on est allé, on a filmé, on a découvert le poulet boucané puisqu'on connaissait pas du tout. C'est doux, hein. On a adoré. Ah, c'est trop bon. Franchement, c'était bon. C'était top. C'était notre premier poulet boucané. Ah non, c'était pas notre premier poulet boucané, je sais plus. Ah. On n'était pas sûr. On n'avait pas allé en... Il y a un débat sur le poulet boucané, non ? Je sais pas trop, mais en tout cas, on avait été en Martinique, on avait goûté un poulet boucané. Mais on trouvait que je sais pas. C'était un poulet grillé ? Je pense que c'était un poulet grillé. Et on nous a menti. Mais oui, je pense que c'est le mensonge est courant. Parce qu'il y a plein de gens qui justement ne voient pas la différence entre les deux et je suis en mode non mais attends, tu sais pas toi. Mais là on a vu la différence. On a vu comment il fait, la couleur également du poulet, la texture en tout cas de la peau était différente. Et la vidéo était vraiment spontanée en fait, puisque en fait on n'avait pas de script, rien. On n'avait pas de script. En fait, on devait rentrer en Guadeloupe, donc on n'avait plus trop de vidéos à préparer et on décalait en fait notre jour de départ, donc on n'avait plus d'idées de vidéos en tout cas à Paris. Et du coup, on a repensé à lui et on devait voir notre famille. On était loin, on a repris le RER pour aller le voir. Bref. On galère quoi, alors qu'en fait. Et finalement, meilleure idée. Vraiment, Orlane a dit 1 million de vues, mais sur Insta, elle a peut-être 1,5 million, 1,5 million de vues. Et sur TikTok aussi, peut-être 500 000 vues. Donc, vraiment, plus gros succès sur notre compte. Pour le poulet boucané, c'est mérité. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je tiens juste à préciser que, du coup, il a dûu fermer son resto tellement la vidéo avait fonctionné. Ah, donc c'est vous! C'est vous, les créateurs de contenu, qui font paniquer les gens, là. Vous envoyez une armada de gens. Après, les gens, ils doivent gérer. Et ensuite, ils sont en mode, la logistique, je peux pas. Je ferme le rideau, je peux pas. C'est vous. Ok. On savait même pas, franchement. On s'attendait pas à des trucs comme ça. Prochain conseil sur ce digital, la responsabilité des créateurs de contenu. Ça pourrait être pas mal, mais ça nous arrive en Guadeloupe du coup. Où du coup il y a eu trop de personnes également après qu'on ait posté une vidéo. Mais lui il a vraiment dû fermer et on était choqués. On comprend. En fait on pouvait plus maîtriser la vidéo.
Ah, mais Elle était postée. Elle est là maintenant, Voilà. elle appartient à Internet. Hein, elle est tombée dans le domaine public. Ok, d'accord. Ouais, ben c'est... Ben du coup, peut-être au final, c'est une leçon aussi peut-être pour les prochains. Maintenant, dans votre process, quand vous contactez les gens, il faut mettre un petit warning en mode attention, par contre, quand elle est publiée, s'il faut, va falloir que tu fermes parce que tu vas être traumatisé. Ce qui peut être un argument de vente très intéressant aussi, donc Oui, franchement, à exploiter. Dernière question, du coup, comment les compétences du digital vont évoluer dans la Caraïbe selon vous? Ben, on trouve qu'en Guadeloupe, il y a un peu l'émergence des créateurs de contenu et influenceurs. Il y en avait déjà, on va dire, il y a quelques années, mais je pense qu'ils étaient un peu plus tournés humoristique, humour. C'est ce que j'allais dire. Et maintenant, ça se développe un peu plus dans toutes, en fait, les niches, entre guillemets. Également, les entreprises, donc les agences de com, se tournent vers l'influence. On va parler du coup de ce qu'on connaît, du coup les créateurs de contenu et l'influence, mais maintenant il y a carrément des agences digitales tournées vers l'influence en Guadeloupe, et on trouve ça fou, ça se développe. C'est vrai que c'est fou. C'est toujours moins développé que dans l'Hexagone, mais on voit que les entreprises, en tout cas, elles n'hésitent pas à nous contacter, à contacter d'autres, à faire des partenariats. Donc on pense que ça va se développer et ça va peut-être devenir un métier sérieux, et donc voilà. Bah ça en est déjà un. Hein. C'est vrai. Ça en est déjà un. Et je pense que de toute façon, dans un territoire où au final, même la diversité de métiers, elle est compliquée, parce qu'on est sur un petit territoire tout simplement. En fait, comment dire... il y a très peu de métiers qui sont très bien payés en Guadeloupe, en fait. Donc franchement, je comprends. Et je trouve que les agences, c'est vrai que c'est un bon signe, parce que ça veut dire que les choses se structurent. C'est ça. Donc, ça ne peut être que mieux ensuite. Et j'avais une autre question, c'est, pas des moindres en plus, comment développer sa propre voix et se démarquer dans un environnement saturé de contenu, qui est l'environnement dans lequel nous vivons? Je dirais qu'il faut déjà tout simplement garder sa personnalité. C'est quand même bien de pouvoir s'inspirer des autres, mais il faut quand même garder ce côté authentique, puisque c'est ça qui fera que les gens vont s'attacher à toi et à ton contenu. C'est voir en fait ta personnalité ressortir à travers ce que tu produis. Ok. Faudrait que je reçoive quelqu'un du coup dans ce podcast sur comment être authentique, parce que c'est vraiment quelque chose qui ressort. Et je vois ce que tu veux dire, mais factuellement ça donne quoi? Comment on garde son authenticité? Comment on la garantit? Parce qu'en fait, par exemple, on peut trouver un concept de vidéo qu'on a vu autre part, mais faut pas forcément le copier tel quel, je pense. Faut apporter sa touche personnelle. Ouais. Puisque bon, il y a copier, genre il y a des concepts, je sais pas moi, quelque chose de moins cher versus quelque chose de plus cher. Tu peux reprendre le concept puisqu'il est simple, mais faut vraiment apporter ta touche personnelle. Peut-être pas faire exactement les mêmes choses. C'est vrai que c'est compliqué pour peut-être les petits créateurs qui comprennent pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est compliqué, mais en même temps je pense que quand tu n'es pas authentique tu le sens. L'authenticité c'est compliqué à définir, mais le manque d'authenticité c'est clair. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui. Mais ouais. Merci, c'était vraiment trop cool. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des projets ou des évolutions futures que vous aimeriez partager à votre audience là maintenant? Tout simplement le passe-pays en fait qu'on essaye de booster, oui, en pouvoir en fait avoir peut-être plus de partenaires, plus de réductions, et comme Céline l'a dit, le digitaliser. Ce serait vraiment notre prochain objectif. Ouais. Franchement pour moi c'est un peu la version 2.0 de Économise. Oui, il y a pas mal, du coup il y a pas mal de partenaires quand on discutait avec eux qui nous comparaient à eux. En même temps, ils sont un peu cultes. Oui, ils sont cultes, on les recevait tous dans notre boîte aux lettres, voilà. Donc voilà. Nous, on essayait de faire découvrir des petites enseignes en Guadeloupe. Donc je pense que c'est la différence qu'on a avec eux. Et c'est la curation en fait. Je sais pas. Parce qu'au final, vous sélectionnez ces adresses. Oui, on les sélectionne. C'est pas elles qui viennent à nous. Oui, et puis Économiste, bon, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, c'est comment on pourrait décrire ça? C'est un dépliant de réduction. Ouais. Basé sur des activités, et c'est pendant les vacances. Donc, du coup, en fait, eux, il y a la notion d'abondance, en fait. C'est stocker et présenter le plus d'activités possible. Ouais. Il n'y a pas de curation par rapport à un thème ou à vouloir mettre en avant certains types d'entrepreneurs, enfin voilà quoi. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est la différence qu'on a avec eux. Aussi, on essaie de mettre l'accent sur
On essayait d'avoir en fait de grosses réductions. Et je me souviens quand j'ai découvert mon guide économiste dans ma boîte aux lettres, voir 3 € de réduction, et j'étais là, ok, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Comparé en tout cas à une activité qui faisait genre 33 €, être à 30 €, ben ça change pas beaucoup, ça fait quand même quelques euros, mais bon. Ouais, j'avoue. Mais là, on essayait. J'avais oublié ça, tu m'as rappelé On essayait d'avoir en tout cas des réductions assez intéressantes pour attirer des personnes et que ça soit intéressant pour eux, en fait, pour qu'ils puissent profiter de leurs vacances. Ok. Bah, du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Tout simplement sur Instagram et TikTok en tapant Orlane et Célian. Voilà. Super. Qui aimeriez-vous entendre sur Sauce Digital? Si c'est en lien avec le digital et en tout cas d'autres créateurs de contenu, on sait que tu as déjà fait le Moicast, Oui. Qu'on aime beaucoup. Et nous, on aimerait bien écouter, pourquoi pas, du coup, Crollement Bon, donc Jonathan et Johanna du compte Crollement Bon. Ils ont dernièrement ouvert la Boqueterie, leur restaurant, leur gros projet, leur gros bébé. Donc on aimerait bien les entendre parler par rapport en tout cas à ce projet pour savoir comment ils ont fait niveau business également. Ça peut être intéressant à savoir. Super recommandation. Je ne manquerai pas de les contacter. Ils faisaient déjà partie de la wishlist, mais là c'est encore une raison en plus. Du coup, encore merci Orlane, encore merci Célian. Merci à toi. Merci. Toi qui nous écoutes, si tu as des questions, tu peux m'envoyer un DM sur Insta @saucedigital au pluriel. Toutes les infos de contact et les outils sont dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas, si tu as aimé, tu peux nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À bientôt. Bye. Bye.